La nouvelle équipe de la CENI au palais présidentiel ce matin, les membres ont été présentés au chef de l'État et à ce dernier, il a été demandé toute son attention afin donc d'aider la CENI dans sa mission qui va durer 5 ans. Assemblée sectorielle des projets et programmes de développement du secteur de planification santé. Après examen et analyse, 4 projets qui rencontrent des difficultés ont été le centre de discussion en vue d'une amélioration. Et puis enfin, tirage au sort de la phase de poule Cannes 2022, cérémonie en direct ce soir même depuis le palais des congrès de Yaoundé au Cameroun, pays hôte de la compétition. Un invité pour en parler dans ce journal, Claude Wamba, journaliste sportif. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Nous débutons par les audiences à la présidence ce matin. Le chef de l'État a reçu la chef de mission de la Banque ouest-africaine de développement. Reine Broum Ayeva a terminé en effet 6 ans de mission à ce poste. Le point des actions mises en place durant cette mission a été fait au président du Faso. La responsable sortant de l'institution financière a confié avoir apprécié la collaboration avec le gouvernement burkinabé. Reportage avec Abdoulramigné. C'est la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante CENI qui a été présentée au président du Faso à travers cette audience. Selon le président de la CENI, cette action était nécessaire après la prestation de serment, la désignation du président et la mise en place du bureau. Nous avons voulu rendre une visite de courtoisie au chef de l'État, d'abord pour nous présenter l'ensemble de l'équipe pour qu'ils prennent connaissance de chacun d'entre nous. Et également, à cette même occasion, nous avons évidemment sollicité qu'ils soient attentifs pendant tout notre mandat à nos préoccupations en tant qu'institution. Une occasion pour les membres de l'institution en charge des élections de demander le soutien du chef de l'État, un soutien qui doit se traduire par le financement de l'institution et la mise en place de textes favorables à une bonne organisation d'élections au Burkina Faso. Il s'agit évidemment des questions liées aux réformes du cadre légal. Il s'agit de tout ce qui peut avoir un rapport avec le processus électoral de manière directe, à savoir la convocation du corps électoral, la convocation des électeurs pour l'enrôlement, tout ce qui est en rapport avec le budget. Vous savez que c'est l'État central qui nous fournit ces moyens pour que nous puissions travailler et remplir les missions qui sont les nôtres. C'est pourquoi nous avons sollicité qu'ils puissent nous accompagner, nous soutenir pendant tout notre mandat pour que, pour le besoin de ces outils, nous puissions pouvoir en disposer à temps et pouvoir également donc mettre en œuvre les différents processus électoraux dans de bonnes conditions. Le défi immédiat de la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante est l'organisation des élections municipales en 2022 selon son président. Il a laissé entendre que son équipe s'active déjà à relever ce défi dans un contexte sécuritaire difficile. Vous avez suivi donc la présentation des membres de la CENI au président du Faso par le président de l'institution Elisée Ouedraogo. À présent donc, retour sur l'audience de la chef de mission de la Banque ouest-africaine de développement. Le partenariat entre le Burkina Faso et la Banque ouest-africaine de développement BOAD se porte bien. C'est ce qu'a affirmé la chef de mission de l'institution résidente au Burkina Faso. En fin de mission, Reine Broum Ayeva a fait ses adieux au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Elle s'est félicitée du niveau de concrétisation des engagements de son institution vis-à-vis du Burkina Faso, surtout au cours de ces 6 dernières années. Les engagements cumulés de la Banque ouest-africaine de développement au Burkina Faso s'élèvent à environ 614 milliards de francs CFA. Alors sur 26 ans, mais sur 6 ans exactement, nous avons fait 61% de ces engagements, ce qui représente environ 317 milliards. Reine Broum Ayeva et Roch-Marc Christian Kaboré ont également échangé
sur les projets en cours et les engagements de la BOAD au Burkina Faso. Occasion pour la diplomate d'exprimer l'engagement de son institution à être toujours aux côtés du pays des hommes intègres. Je dirais que c'est un partenariat qui est au beau fixe, un partenariat qui se porte très bien parce que nous avons pu engager des résultats assez confortables. Grâce à ce partenariat-là, nous avons eu l'écoute du gouvernement burkinabé et à sa tête le plus haut responsable. Nous avons eu leur écoute durant toute notre mission et nous pensons que ce sera le cas pour la suite afin que ce partenariat-là continue en se renforçant. Cette rencontre a permis de présenter au président du Faso le nouveau successeur de reine Bruno Ayeva. Cette dernière a traduit sa reconnaissance au président du Faso et au peuple burkinabé pour son soutien dans l'accomplissement de sa mission. Au cours de cette matinée, une assemblée sectorielle des projets et programmes de développement du secteur de planification santé. L'ensemble de ces projets et programmes ont été passés au peigne fin en vue d'apporter une amélioration. Dans la mise en œuvre sont impliqués les ministères de l'Agriculture, de la Solidarité nationale, en plus de celui de la Santé. Le point de la rencontre avec Mamétré Anakamabou. Cette assemblée sectorielle a pour objectif de passer en revue l'ensemble des projets et programmes de développement du secteur de planification santé. Au cours des travaux, les participants ont aussi examiné et analysé les défaillances liées à l'évolution de certains projets afin d'y remédier. Déjà, quand nous analysons, nous voyons que nous avons 4 projets et programmes qui se portent bien. Il y en a 4. Il y en a 4 qui sont en orange, ça veut dire que c'est insuffisant. Et nous avons 8 programmes et projets qui sont en rouge, là où nous devons mettre un accent particulier afin de lever les goulots d'étranglement et pouvoir relever le défi. Donc aujourd'hui, il s'agit donc de faire un examen minutieux de l'ensemble donc des facteurs qui ont permis de réussir sur ces 4 projets et aussi analyser donc les détenteurs d'enjeux de la non-performance d'un certain nombre de projets afin donc d'apporter des mesures correctrices. Et pour le but de rendre opérationnel le budget programme, un certain nombre de réformes ont été entreprises, parmi lesquelles figure le regroupement des actions des différents ministères en programmes budgétaires. Cette réglementation entend rationaliser la gestion de projets et programmes de développement pour plus d'efficacité et d'efficience. La grosse préoccupation, c'est la question des finances. Lorsque nous avons des projets qui sont des projets financés par l'État, sachez que nous subissons des lois rectificatives en raison donc des préoccupations de l'OM mais aussi de l'assiette budgétaire. Et donc cela ne nous permet pas de répondre à temps donc à la planification qui a été élaborée. Donc retenez que c'est essentiellement des problèmes de finances, mais il y a aussi des questions de gouvernance qui se posent. Donc nous devons revoir la gouvernance de certains programmes. Il y a également la question de l'exécution au niveau opérationnel. Nous avons des entreprises qui sont très défaillantes, qui ne nous ont pas permis donc d'atteindre nos objectifs escomptés. À noter que le secteur de planification santé regroupe 3 ministères. Il s'agit du ministère de la Santé, de celui en charge de l'Agriculture et du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire. Du 4 au 6 août dernier, atelier de validation du document de base des assises nationales sur l'éducation. À cette rencontre, la coordination nationale des syndicats de l'éducation a brillé par son absence alors qu'elle était invitée. Les raisons dans ce reportage est signé Fatima Tanikiema. Le 2 août dernier, une correspondance du ministre en charge de l'Éducation nationale invitait la coordination nationale des syndicats de l'éducation à prendre part à l'atelier de validation du document de base des assises nationales de l'éducation. Cet atelier qui s'est tenu du 4 au 6 août 2021 n'a pas connu la participation de cette coordination. 2 jours étaient insuffisants selon elle pour prendre connaissance d'un document de 178 pages afin de participer aux travaux. Nous disons donc que pour une participation efficace, c'était déjà maladroit. Ensuite, le document, on demande aux états-majors des différents syndicats donc de venir mener une analyse sur un document de base. Or, ce même document de base doit être retourné donc dans les structures déconcentrées, notamment donc dans les régions et les provinces pour être analysé et faire des contributions.
Nous demandons, mais si l'état-major prend des décisions donc, par rapport à un document donc, de base, les structures déconcentrées ne peuvent plus apporter donc, un apport. Pour nous, ce n'était pas correct. La façon donc, de faire n'était pas correcte. Ce n'est pas correct, mais cela n'empêche pas la coordination nationale des syndicats de l'éducation de prendre des dispositions pour participer aux assises nationales de l'éducation à venir. Selon le secrétaire général adjoint de la F-Center, la décision de participation revient aux différents secrétaires généraux de la coordination. Ils s'entendent donc pour participer. C'est une éventualité, c'est une possibilité. Tout dépend donc de la démarche, de la façon dont le ministère va se comporter. Et si les choses se passent bien, il n'y a pas de problème à participer donc à ces assises et à donner notre lecture donc de la crise donc de notre système éducatif qui demande vraiment que ce soit regardé, qui demande une analyse profonde, qui demande qu'on cesse justement de se flatter, qu'on cesse de se caresser et qu'on se dise la vérité, qu'on cesse de penser notre système dans le sens même, dans le vrai sens et non pas dans des mensonges. La coordination nationale des syndicats de l'éducation compte donc apporter sa contribution au débat, même si elle pense que des assises nationales ne sont pas une solution appropriée pour relever les défis du système éducatif burkinabé. Pour nous, les questions essentielles ne peuvent pas être résolues pendant des assises où tout le monde vient, même ceux qui n'ont pas la compétence nécessaire, chacun se retrouve pour dire quelque chose. Non, je pense que ce n'est pas comme ça que les choses doivent se déployer. Malheureusement, cette voie empruntée ne peut pas apporter quelque chose d'essentiel au système éducatif. En rappel, les assises régionales de l'éducation sont projetées pour le mois d'octobre et celles nationales pour le mois de novembre. Mais c'est le Conseil des ministres qui précisera les dates selon le ministre en charge de l'éducation nationale, Stanislas Ouarou. Toujours dans le domaine de l'éducation, deuxième édition de la journée d'excellence de paix dans le Yoba, organisée par les fils et filles ressortissants de la localité. Cette journée d'excellence visait à encourager les résultats scolaires des élèves. Une soixantaine a été primée, c'était samedi dernier. Image avec Maxime Joël-Bombara. Pour cette deuxième édition de la journée d'excellence à Paille, une commune rurale de la province du Yoba, plus d'une soixantaine d'élèves ont été récompensés, qui à travers des prix d'encouragement, qui à travers des prix d'excellence. Les ressortissants de la localité, initiateurs de cette cérémonie, entendent ainsi stimuler chez les élèves l'esprit de compétition. Pour cette deuxième édition, nous avons tenu à revoir la formule pour intégrer réellement l'esprit d'excellence. Contrairement aux autres éditions où on primait juste en fait le premier, nous avons tenu à ce que pour recevoir le prix d'excellence, qu'il y ait un niveau minimum, une moyenne minimum atteint par l'élève ou dépassé par l'élève pour pouvoir mériter ce prix. Nous pensons qu'à travers cela va stimuler davantage le travail. Pour le promoteur, cette deuxième édition est un pari réussi au regard de la mobilisation, et ce, malgré la pluie diluvienne sous laquelle s'est tenue cette cérémonie. En plus des élèves, les enseignants étaient également de la partie. À notre niveau, on a été récompensés et on pense que enseignants, administration, élèves, tout le monde doit mouiller le maillot pour que l'année prochaine, on ait encore plus de lauréats dans nos établissements. Nous sommes satisfaits de la deuxième édition de cette cérémonie qui permet donc de couronner l'excellence au niveau donc des établissements de Paille. Les autorités coutumières présentes à cette cérémonie ont salué l'initiative et invité les fils et filles de Paille à rester mobilisés pour le développement de la commune. Fini la deuxième édition de la journée d'excellence à Paille, la troisième édition, elle, s'annonce avec de grandes innovations. Dans la suite de ce journal, affaire arrestation de Pascal Zaïda, la coordination des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire en parle. La CEDAIP n'est pas d'accord avec la procédure utilisée. Elle s'est exprimée ce matin dans une conférence de presse qui a fait cas de la situation sécuritaire et de la réconciliation nationale. Cette dernière question, selon le CEDAIP, est entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ne sont pas au pouvoir. Vous comprendrez mieux dans ce reportage signé Yacinthe Sawargo. La coordination des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire, CEDAIP, se veut claire à travers cette conférence de presse. Les attaques terroristes que connaît le Burkina Faso est un instrument de manipulation de la France.
Et les conférenciers estiment que cette machination peut être vaincue si les forces de défense et de sécurité agissent en parfaite collaboration. L'insécurité que nous vivons actuellement là n'est pas au-dessus de nos moyens. Nous pouvons vaincre ces terroristes-là. Pour peu que, premièrement, au niveau de notre armée, on arrête la corruption, il y ait une bonne gestion et que les troupes qui sont sur le terrain aient confiance à leur hiérarchie. Pour peu qu'il n'y ait pas des gens qui fabriquent des armes et qui viennent les vendre aux terroristes. En Afrique de l'Ouest, ici, il n'y a pas un pays qui fabrique des armes. Mais si les armes pullulent par là, au point que parfois les terroristes sont mieux armés que notre armée, c'est qu'il y a des gens qui amènent ces armes-là, qui les vendent. L'une des préoccupations actuelles du Burkina Faso est la réconciliation nationale. Sur la question, la CEDEAIP pense que cela est un arrangement entre les décideurs politiques pour mieux profiter de la richesse du pays. Et ils vont encore plus loin. La réconciliation, nous disons que c'est un deal entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ne sont pas au pouvoir. Vous savez très bien que au temps de Blaise Compaoré, on a eu une histoire comme ça. Journée nationale du pardon. Ça nous a amené où? Ça nous a conduit à l'insurrection populaire. C'est un exemple pour dire qu'en réalité, quand les gens chantent réconciliation nationale là, ils ne se préoccupent pas des problèmes que les populations vivent. Ils se préoccupent de comment eux ils vont s'entendre pour continuer à gouverner, continuer à profiter au maximum des richesses du pays. Eli Tarpaga et ses camarades n'ont pas manqué de donner leur point de vue sur l'arrestation du coordonnateur du cadre d'expression démocratique, Pascal Zaïda. Pour eux, ce sont les acquis de la démocratie qui sont mis en cause. Notre commentaire, c'est que nous sommes dans un état de droit et tout citoyen doit pouvoir s'exprimer. Alors, si dans les dires des uns et des autres, les autorités estiment qu'ils sont allés trop loin, il y a aussi des procédures dans un pays démocratique pour écouter les intéressés. Voilà. Donc nous ne sommes pas d'accord qu'on procède de la sorte. On peut bien l'écouter sans passer par la manière forte, sans passer par la manière en tout cas qu'ils ont utilisée. La coordination des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire à cette conférence de presse exige le jugement du dossier de l'insurrection populaire et une indemnisation de ses victimes, un armement conséquent au VDP pour faire face au terrorisme, une solidarité agissante avec les personnes déplacées internes et le départ des forces militaires étrangères. Mois d'août, mois de reboisement qui active fortement le marché des plants et ce sont les pépiniéristes en général qui font de bonnes affaires. Ce secteur d'activité est d'ailleurs de plus en plus vaste car il enregistre de nouveaux vendeurs des plants donc qui sont mis en terre. Nous avons réalisé un reportage sur le sujet qui montre aussi que la période n'est pas si fructueuse donc partout. Fatima Tanikima. Que ce soit dans l'optique d'embellir son cadre de vie et de travail ou pour sauvegarder l'environnement, planter un arbre, cet acte éco-citoyen fait de plus en plus partie de l'habitude des Burkinabés. Une action qui se ressent le plus en saison pluvieuse grâce au reboisement organisé par plusieurs personnes ou structures, chose qui rend le métier de pépiniériste plus rentable. Ça évolue un peu parce que les gens comprennent maintenant que le plant, ça donne la vie. Donc comme ça donne la vie, il est aimé le planter maintenant, même si ce n'est pas beaucoup. Bon, ça vient pour payer une plante, deux plantes, donc bon, je ne peux pas dire que ça ne change pas comme avant. Un métier florissant qui attire donc de nouveaux adhérents. Chaque année, les gens s'intéressent plus à la production des arbres. Voilà. La plantation, on ne peut pas trop en parler puisque les gens viennent payer. Et nous, souvent, on part, disons, planter, voilà, mais ce n'est pas tout le monde qui demande notre service quant à la plantation. Voilà, on peut venir acheter et aller planter.
Une profession qui grouille donc du monde, chose qui n'impacte pas forcément le chiffre d'affaires qui ne cesse de grimper selon Ferdinand Compaoré. Il reconnaît cependant que la vente des plants dépend d'un pépiniériste à un autre. Il faut savoir que le métier nourrit son homme. Voilà. Il faut savoir aussi que chaque année, les années se suivent ne se ressemblent pas. Il y a des années où ça marche très bien. Cette année, par exemple, il y a ceux-là qui vont vous dire que ça va très bien parce qu'ils ont fait un bon marché, pendant qu'il y a ceux aussi qui n'ont pas eu le marché cette année. Voilà. Un peu partout, quand je passe dans les interventions, puisque je greffe un peu partout, je vois d'autres qui disent que ça va, pendant que d'autres aussi, le marché est lent. Voilà. Un rappel, l'édition 2021 de la Journée nationale de l'arbre s'est tenue le 7 août dernier sous le thème Arbre, identité culturelle et cohésion sociale. La plupart des pépiniéristes rencontrés souhaitent donc que tous les Burkinabés entendent d'une bonne oreille ce thème pour un Burkina Faso plus vert. Dans l'actualité de la sous-région, le coup d'envoi des épreuves du diplôme des études fondamentales au Mali a été donné ce lundi par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Ces épreuves se déroulent sans la synergie donc des syndicats des enseignants qui boycottent depuis le mois dernier les examens de fin d'année. La surveillance de ces épreuves qui vont durer jusqu'au mercredi 18 août prochain est assurée par les enseignants des écoles privées et certains membres de l'administration scolaire. Plus donc environ 230 000 candidats sont comptés. Reportage avec notre correspondant Bourema Soulo. 8 heures du matin, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga ouvre l'enveloppe contenant la première épreuve. Nous sommes à la salle numéro 6 de l'école fondamentale, base aérienne en rive gauche du district de Bamako. Avec le boycott de la synergie des enseignants, ce sont des enseignants des écoles privées et des cadres de l'administration scolaire qui assurent la surveillance. Bon, les épreuves se déroulent très normalement sans incident. Pour cause, depuis ce matin, déjà à 7 heures, tous les élèves étaient présents, les surveillants aussi. La surveillance est assurée par les enseignants des écoles privées. Je suis directeur d'une école privée. Pour la tenue sans problème de cet examen, les acteurs de l'éducation ont pu compter sur la Fédération des parents d'élèves. Nous avons joué un rôle d'apaisement. D'apaisement parce que nous avons demandé aux deux parties de jouer sur leur fibre patriotique. Qu'à cela ne tienne, les examens quand même aujourd'hui ça a bien débuté et vraiment nous sommes satisfaits, nous sommes très satisfaits. Quant au ministre de l'Éducation nationale, Sidibé Ndédéou Ousmane, elle lance un message d'apaisement à l'endroit de la synergie des enseignants. Nous appelons jusqu'ici à la retenue et au sursaut de patriotisme de tous les enseignants, pour que les examens aussi puissent se dérouler normalement et les corrections jusqu'à la proclamation des résultats. Craignant un débordement comme lors des épreuves du brevet du technicien, le gouvernement a déployé un dispositif sécuritaire important dans les différents centres d'examen. Nos forces de sécurité qui sont autour sont sereines. Vous imaginez que tout le monde n'est pas en tenue. Les mesures ont été prises pour assurer la sécurité des examens et des élèves. Cette année, ce sont près de 230 000 candidats qui planchent à la recherche du précieux sésame, le DEF, diplôme d'études fondamentales. Et nous en venons donc au tirage au sort de la phase finale de la phase poule de la CAN 2022. Notre invité est sur ce plateau. Le tirage a eu ce soir donc depuis le Cameroun. Notre invité Claude Rwamba, consultant Trui TV, donc sportif. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Sonia, je suis ravi d'être là. Merci. Alors déjà, est-ce que le Burkina Faso tombe dans une poule à qualification prenable? Tout à fait, je pense que la poule du Burkina est prenable. C'est un groupe où en tout cas les étalons connaissent bien leurs adversaires. On a le Cameroun, l'Éthiopie et le Cap-Vert. Ce sont des équipes que le Burkina a déjà rencontrées. Donc apparemment, ça doit pouvoir passer pour le Burkina Faso. C'est vrai que le Cameroun, pays organisateur, est là. Ça peut paraître un peu, mais bon, vous savez que ce sont les matchs de poule. On prend 2 qualifiés, les 2 meilleurs. Et puis bon, il y a le jeu des meilleurs troisièmes. Donc si on se met dans cette situation-là, on peut dire que bon, ça peut aller. Le Burkina qui, on se rappelle, la CAN 2017 a fait match nul avec le Cameroun. On a vu le Burkina en 2017 qui a terminé 3e.
Le Burkina, on se rappelle, lors de la CAN 98 au Burkina, qui était dans la même poule que le Cameroun, match d'ouverture, donc le Burkina qui perd, mais le Burkina qui arrive en demi-finale. Donc c'est dire que apparemment quand le Burkina est dans la même poule que le Cameroun, ça peut sourire. Ensuite, on sait que le Burkina a déjà croisé le pays comme les requins bleus du Cap-Vert. On se rappelle évidemment qu'on a un mauvais souvenir lors des éliminatoires de la CAN de la Coupe du Monde 2006 où les requins bleus sont venus battre le Burkina ici 2-1, mais également aussi le Burkina lors des dernières confrontations avec le Cap-Vert, le Burkina a étrié le Cap-Vert par 4-0. L'Éthiopie, on se rappelle la CAN 2013 également, le Burkina avait étrié également l'Éthiopie 4-0. Donc apparemment le Burkina connaît bien ses adversaires et puis bon, c'est un match de football. Mais je pense que logiquement, le Burkina doit pouvoir sortir de cette poule-là. Et selon vous, laquelle des poules est celle de la mort et pourquoi? Bon, j'aime pas trop l'expression poule de la mort, mais je pense que quand on regarde en tout cas les 6 poules, c'est équilibré partout. Hein. Je pense que c'est vrai, il y a des favoris. Généralement, quand on regarde les deux pays ou les 2 nations favorites se dégagent nettement, mais également sur le football, vous savez, il y a aussi la dose de surprise. Il y a des équipes qui sont connues comme des outsiders qui peuvent également aussi se faire valoir. Donc, apparemment, peut-être pour moi, le groupe qui semble un peu plus relevé que les autres, c'est peut-être le groupe C avec le Maroc, le Ghana, le Gabon. Et puis, bon, à un degré moins, les îles Comores. Donc, voilà un peu pour moi le groupe qui me paraît un peu où il peut y avoir quelques surprises. Mais ça m'étonnerait, avec le système à 24 équipes, qu'il y ait véritablement de grosses surprises. Comme je l'ai dit, vous le savez, il y a le jeu donc, des troisièmes qui peuvent être qualifiés. Donc, apparemment, on doit pouvoir retrouver dans le tour à élimination directe les grandes nations quand même. L'Algérie, l'invincible, on peut le dire. Est-ce que cette équipe-là est pour vous la grande favorite pour cette édition aussi? Tout à fait, l'Algérie reste l'équipe, la grande favorite de cette Coupe d'Afrique, tenant du titre. L'Algérie aujourd'hui qui ne perd pas, l'Algérie qui a des grands noms, il faut voir, hein, donc les Riyad Mahrez et consorts. Donc l'Algérie reste quand même cet épouvantail du football africain. Donc pour moi, l'Algérie est hyper favorite, mais également s'il faut compter sur le Sénégal. Le Sénégal qui est la première nation africaine de l'heure, d'après le classement FIFA de jeudi dernier. Donc c'est pour dire que le Sénégal, et puis on sait également que le Sénégal et l'Algérie ont joué la dernière finale de la CAN. C'est dire que ces 2 équipes sont là. Mais attention à des équipes comme le Cameroun qui joue à domicile. Mais également aussi, il y a la Tunisie qui monte, qui est là. Donc ça va être une CAN assez ouverte. Ça peut être une CAN aussi de beaucoup de surprises parce qu'on a vu lors de la dernière CAN, on a vu évidemment ces grandes nations ou en tout cas ces nations qui également aussi essaient de donner de la voix parce que le niveau du football est en train donc de monter et on assiste à un nivellement des valeurs. Et aujourd'hui, presque dans toutes les nations ou dans tous les pays, il y a des écoles de football. Donc aujourd'hui, il y a des joueurs qui connaissent déjà les b.a.-ba et évidemment, la différence n'est pas assez grande. Et l'équipe la mieux préparée, l'équipe la mieux concentrée, avec des joueurs évidemment d'exception à un moment donné, ça peut faire mal. Donc par rapport à cela, on peut dire qu'effectivement l'Algérie est hyper favorite, mais attention comme on dit. Oui. Alors une CAN à 24 équipes, qu'est-ce que vous pensez des capacités d'accueil en termes d'infrastructure du pays hôte, le Cameroun? Bon, déjà avec le CHAN, qui était déjà un avant-goût, on peut dire que sur ce plan-là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. C'est vrai que peut-être que l'inquiétude peut venir des indépendantistes parce que, bon, à un moment donné, même au CHAN, ils ont un peu élevé le ton. Ça a un peu effrayé. Peut-être qu'à ce niveau, sinon, si ce sont les capacités d'accueil, il y a 6 stades, il y a 5 villes. C'est dire que, évidemment, à ce niveau, moi, je ne fais pas d'inquiétude. Ça doit pouvoir aller pour le Cameroun, qui est quand même une grande nation de football, qui est habitué également après donc, la réussite du CHAN. Donc pour moi, on n'a pas. Et puis également, on sait que les inspecteurs de la CAF viennent de passer, on attend le verdict, mais je pense que tout compte fait, le Cameroun doit pouvoir gérer cette Coupe d'Afrique des Nations. Comme je l'ai dit, peut-être que la grande inconnue va être l'insécurité. On ne sait pas quelle peut être la capacité de nuisance des indépendantistes. Peut-être que c'est ce qui peut faire un peu peur, mais sinon,
et puis également aussi la maladie à Covid-19. On espère également qu'on prendra toutes les mesures dans ce sens-là. Sinon, pour la capacité d'accueil, je pense que le Cameroun est déjà rodé. Parlons maintenant des étalons concrètement. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils peuvent offrir au Burkina comme performance? Les étalons peuvent offrir aussi des sensations au Burkina, pourquoi pas, au Burkinabé. Donc je pense que le Burkina a ses chances. C'est vrai que c'est une équipe en reconstruction, mais bon, je pense aussi qu'il y a des joueurs qui commencent à pointer du nez, à être plus aguerris, qui également du côté des championnats européens sont en train également de se faire un nom, et c'est l'occasion pour eux de montrer tout le talent dont ils sont capables. Je pense que c'est une vitrine et tout le monde le sait. C'est des jeunes qui pourront évidemment faire valoir leur talent. Donc à ce niveau, je ne dirais pas que les étalons vont aller remporter la Coupe d'Afrique des Nations, mais je dis que les étalons aussi auront leur mot à dire. Bien entendu, c'est bien possible. Ils auront leur mot à dire. On ne les attendait pas en 2013, on les a vus en finale. On ne les attendait pas également en 2017, on les a vus également en demi-finale. C'est dire que tout est possible, tout est jouable. Et évidemment, on peut compter avec les étalons, avec Kamou Malo, surtout que bon, les éliminatoires de la Coupe du Monde commencent bientôt. Ça peut être un prétexte pour préparer évidemment cette Coupe d'Afrique des Nations, qui reste pour moi aussi un grand objectif à faire. Donc le Burkina doit pouvoir faire un parcours plus qu'honorable, parce qu'on sait que lors de la dernière CAN, les étalons n'y étaient pas. Donc c'est de montrer que ce rendez-vous manqué là était vraiment quelque chose qu'on ne devrait pas, et que bon, on a manqué, c'est tout. Ça a été un faux pas de parcours, ça a été un faux pas de l'histoire. Donc on revient prendre notre place dans le Conseil des grandes nations de football, et je pense que les étalons peuvent également nous procurer beaucoup de sensations. Oui. Et justement, pour que ces étalons-là puissent aller le plus loin possible dans la compétition, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a besoin de faire comme changement au niveau donc, de l'équipe? Changement, je ne sais pas s'il faut forcément avoir des changements, mais de toutes les façons, aujourd'hui, avec la situation actuelle, on fait avec ce qu'on a. Donc, on sait qu'on doit prendre les meilleurs du moment, on doit avoir une préparation optimum, parce que c'est ce qui compte le plus. Il faut pouvoir se préparer dans les meilleures conditions. Et bon, c'est des jeunes, le Burkina est en train d'observer une transition. C'est d'aider ces jeunes-là à réussir cette transition avec l'entraîneur Kamou Malo. Quoi qu'on dise aujourd'hui, quand vous regardez sur la liste des étalons, aujourd'hui, quand vous voyez Alain Traoré qui n'a pas de club, Charles Kabori qui n'a pas le club, donc c'est plus que nécessaire, cette transition pour les jeunes. On a demandé à corps et à cri que ces jeunes-là prennent le pouvoir. Aujourd'hui, je dirais peut-être que certains diraient qu'ils n'ont pas été forcément bien préparés, mais dans tous les cas, quand ça arrive à votre tour, il faut donc saisir la balle au bon et puis prouver qu'effectivement, vous méritez la confiance qu'on place en vous. Je pense que ces jeunes-là, sur les terrains européens, on parle beaucoup d'eux, vous entendez, vous voyez sur les réseaux sociaux, en tout cas tout ce qui se dit autour de ces jeunes, c'est à eux maintenant de prouver, parce qu'au-delà de ce qui se dit, c'est ce qu'on peut prouver sur le terrain qui reste comme l'argument valable. Donc ces jeunes ont la possibilité de montrer que c'est leur tour, et c'est plus que jamais le moment donc, de prouver ce dont on est capable. Donc, à mon avis, voilà, c'est ce qui va être. On a demandé à corps et à cri. Les anciens, peut-être qu'à leur corps défendant, ne pourront pas être là, parce que si on doit compter sur la compétitivité, si on doit compter sur la forme du moment, ça va être difficile. Donc ces jeunes-là sont là, vont être propulsés au devant. Ça a eu de prouver qu'effectivement, certains avaient raison de faire le combat pour eux, et qu'aujourd'hui le pouvoir est là, qu'ils prennent ce pouvoir-là. Alors il y a un sujet qu'on ne peut pas ne pas évoquer, Covid-19 et CAN 2022. Est-ce que nous aurons la même chaleur au niveau des gradins? Bon, quand on regarde un peu la configuration... Le sujet a été évoqué lors du tirage de ce soir. Tout à fait, mais quand on voit aujourd'hui au niveau... je dirais que les tendances sont des plus optimistes. Donc aujourd'hui avec le vaccin, aujourd'hui avec l'assouplissement dans les différents championnats même européens, on voit qu'on assiste au retour progressif des supporters dans les stades.
Donc ça doit pouvoir aller. C'est-à-dire que si on réussit à suivre ces mesures barrières-là, si tout le monde se vaccine, si tout le monde observe les consignes, ça doit pouvoir se faire. Et puis bon, voilà. Parce qu'une Coupe d'Afrique sans le supporter, une Coupe d'Afrique sans cette chaleur-là, ce n'est pas une Coupe d'Afrique. Et je pense que le Cameroun est coutumier du fait. Donc pour moi, ça doit pouvoir passer, ça doit être une Coupe d'Afrique assez chaleureuse, parce que le Cameroun, on sait, c'est un pays qui aime ça, c'est un pays qui aime la fête, parce qu'il y a ce côté-là aussi qui donne ce charme au Cameroun. Voilà pourquoi tout le monde a hâte d'aller au Cameroun pour vibrer lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. On espère que les étalons nous feront vibrer. Merci beaucoup Claude Rwamba, consultant donc True TV Sport. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir et à demain 20h.